Donc, je viens vous parler comme responsable d'un parti politique français. Je suis député à l'Assemblée nationale française et j'ai fondé avec mes amis un parti politique qui se réclame du gaullisme. Alors, vous avez sans doute appris dans les études ce qui a été le général de Gaulle, qui a été un grand leader, un grand homme d'État pour la France. Il ne s'agit pas, dans mon esprit, d'une nostalgie. Il s'agit de tirer les leçons de l'œuvre du général de Gaulle, de sa pensée politique, et bien évidemment de l'adapter au monde présent et à l'avenir. Je remercie à cet égard les professeurs qui, je crois, sont ici. Et c'est monsieur ou madame? Monsieur Roulensky, monsieur Malevich, madame Fedorova, madame Naouva et madame Narochiska, qui sont ici présents. Pourquoi j'ai fondé ce parti en France? Et qu'est-ce que ça représente? Et quelle est notre pensée? Et puis après, je répondrai à vos questions beaucoup plus pratiques, je pense, sur la vie d'un député, comment se passe la situation politique en France, comment on voit les relations entre la France et la Russie. Ça va? Je parle pas trop vite? Ça va? Ils ne vont pas dire ça va pas, mais vous me dites, madame, hein, si... Ça va. Ça va. Je crois que c'est important de bien rappeler que pour nous, la pensée politique du gaullisme, c'est trois choses très simples. C'est d'abord l'attachement profond à la nation. C'est ensuite une vision d'un monde multipolaire. Et c'est enfin une pensée politique qui est porteuse d'un certain humanisme et d'une vision progressiste de l'histoire. Et il faut bien comprendre que le gaullisme en France, ce n'est pas simplement un patriotisme, c'est un patriotisme au nom de certaines valeurs. C'est une synthèse vivante entre la fierté française, comme vous pouvez avoir la fierté russe, qui n'est pas un nationalisme, important, et en même temps un attachement très républicain aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et si le général de Gaulle a été aussi populaire, et si, il est mort il y a combien de temps? 45 ans après sa mort, ça reste un des termes dans les sondages en France, le terme gaullisme reste très au-dessus de socialisme, de libéralisme, ça reste un des thèmes très forts d'attachement. Et ça reste la personnalité la plus estimée des Français, avec Pasteur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un nationalisme, c'était un patriotisme qui faisait la synthèse de l'histoire de France, à la fois de la monarchie et de la République, et qui était profondément moderne. Et ce que je veux expliquer, ce que j'explique aussi dans mon pays, c'est combien les leçons de l'expérience gaulliste peuvent être intéressantes pour l'avenir. Sur la nation, pour être bref, on peut être dans un système mondialisé, puisqu'il y a une évolution de la mondialisation. Pour autant, chaque pays a besoin de repères, et les citoyens ont besoin de comprendre le monde à partir d'un système de représentation qui est le leur. Les Français restent des Français, les Allemands restent des Allemands, les Russes des Russes, les Américains des Américains. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, la nation russe, allemande, italienne, est le seul cadre d'exercice de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance collectif. Et il n'y a pas de démocratie possible si une minorité ne peut pas accepter la loi de la majorité. Pour qu'une minorité accepte la loi de la majorité, il faut une cohésion. Il faut une cohésion qui ne vient que par la nation. Et c'est pourquoi le général de Gaulle et nous sommes très opposés, alors c'est une spécificité,
à l'Union européenne telle qu'elle se construit. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous ne sommes pas contre la construction européenne. Le général de Gaulle, d'ailleurs, n'était pas contre la construction européenne, c'est-à-dire, après la guerre, l'union de nations libres qui travaillent ensemble. En revanche, nous sommes hostiles au basculement, et j'espère que c'est clair, au basculement vers un système antidémocratique où chaque nation, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne, ne maîtrise plus la mécanique qui s'est mise en place, qui est de nature impériale, et qui explique les réactions très vives qu'il y a en ce moment en Europe de l'Ouest, en France, avec le Front National, en Allemagne et dans tous les pays, parce que aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement français, italiens, espagnols, allemands, moins allemands, puisque c'est eux qui dirigent l'Europe, ont beaucoup moins la maîtrise de leurs décisions politiques. Et moi j'ai quitté avec mes amis, nous avons quitté le grand parti UMP, qui était le grand parti de la droite française. Je l'ai quitté quand, il y a 10 ans, déjà 10 ans, il y a eu un référendum très important en France sur l'Union européenne. Est-ce qu'on devait accepter une constitution européenne? Et les Français, à la surprise générale, ont voté non. Niet. Je connais da et niet. Ils ont voté non. Les Français ont voté non. Contre Bruxelles. Pas contre l'Europe. Attention, pas contre l'Europe. Contre l'Union européenne qui est une trahison de l'Europe. Et quand les Français ont voté non, niet, les dirigeants français des deux partis principaux que vous connaissez, Parti socialiste, UMP, la droite et la gauche, ont dit on s'en fiche, on va revoter le même texte, un peu changé, mais le même texte, et on va le faire passer par le Parlement, qui représente les Français, mais pas par référendum. D'accord? Et ça s'est fait en 2007. Donc 2005, les Français votent non. 2007, les deux principaux partis organisent un vote parlementaire qui va à l'encontre de la décision du peuple français. Et c'est ce jour-là où moi j'ai quitté le parti majoritaire, et avec mes amis, on a créé un parti que l'on a dit gaulliste, gaullien, qui s'appelle Debout la République, puis qui s'est appelé... Parce que pour nous, il n'y a pas de démocratie possible si, quand on vote pour quelque chose, Bruxelles décide autre chose. Et aujourd'hui, Bruxelles décide des lois françaises, une partie, à supprimer les frontières. La France ne maîtrise plus ses frontières. La monnaie, c'est l'euro, et le budget. Et quand des dirigeants politiques ne peuvent pas décider leur monnaie, leurs frontières, leur budget et leurs lois, ce n'est plus un pays libre, c'est un pays entre les deux. Et c'est un nouvel empire qui s'est créé. Vous avez eu l'empire soviétique. Moi, je n'aime pas les empires, j'aime les nations. Je respecte la nation russe, je respecte la nation allemande, la nation italienne, espagnole, mais ce n'est pas à des bureaucrates, c'est-à-dire des gens qui sont à Bruxelles et qui ne sont pas élus. La Banque Centrale Européenne, ils ne sont pas élus. La Cour de justice, ils ne sont pas élus. La commission, que l'on appelle en France la commission américaine, elle n'est pas élue. Et on obéit à des gens qui ne sont pas élus. Et ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Et tout mon combat politique, je ne suis pas le seul. Il y a Jean-Pierre Chevènement à gauche, que vous connaissez peut-être, qui est un homme politique de gauche. Il y a Madame Le Pen au Front National. Notre objectif, c'est de revenir à des coopérations européennes. Oui, on
peut travailler avec les Allemands, les Italiens, et pourquoi pas les Russes un jour, mais en gardant notre liberté de manœuvre. Comprenez la différence. Et s'il y a des questions, j'y répondrai. Le deuxième point, donc j'ai parlé de la nation. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que la vision du monde que nous avons, et qui est héritée aussi du général de Gaulle, parce que imaginez qu'en 1960, comprenez 1960, hein, il y a 50 ans, le général de Gaulle, alors qu'on est en pleine guerre froide, d'un côté l'URSS, de l'autre les États-Unis, le général de Gaulle, il y a 60 ans, dit à vous, vos parents, vos grands-parents, il dit, un jour, il n'y aura plus d'URSS, il y aura la Russie. Tout le monde dit, il est complètement fou, pour de Gaulle. Le général de Gaulle dit, un jour, il y aura un monde multipolaire, c'est-à-dire, il n'y aura pas ce conflit Est-Ouest, Est, c'était vous, Ouest, il y aura un monde avec des nations qui évolueront. Et il a été faire de très beaux discours, où à Phnom Penh, à Mexico, à Québec, où il a toujours dit, et à Moscou, bien sûr, et où il a toujours dit, la démocratie et la paix dans le monde viendra des démocraties nationales. Et il a lutté, et il a sorti la France de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Mais imaginez, il a reconnu la Chine aussi. Il a reconnu la Chine en 1964, premier pays. Imaginez la vision. Il ne voyait pas à 2 ans, il voyait à 50 ans. Aujourd'hui, nos hommes politiques voient à 8 jours, à 2 jours. Ils regardent les sondages. Qu'est-ce que disent les sondages? Est-ce que Madame Michu aime le pain au chocolat ou la confiture? Est-ce que on gouverne par les sondages? Vous comprenez, sondages? Oui. Oui. Gouverne par les sondages. Ce qui compte, ce ne sont pas les sondages. C'est la vision qu'on a des nations et du monde. Et lui disait, le rôle de la France, l'intérêt de la France, c'est de parler à tous les peuples du monde. Et pas seulement être prisonnier de ce conflit entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'État, notamment de l'Union européenne, malheureusement, sont revenus dans une logique d'empire américain, et que le vrai danger pour demain, ce que j'ai dit à la Douma ce matin, le vrai danger au XXIe siècle, donc si on fait comme De Gaulle, dans 50 ans, si la grande Europe qui va de Paris à l'Oural, qui comprend la Russie, si la grande Europe n'est pas capable de travailler ensemble, en respectant les nations, mais de travailler ensemble sur des projets industriels, économiques, scientifiques, culturels, eh bien, les 2 grandes puissances qui les remplaceront, ce seront 2 nouveaux empires, les États-Unis toujours, ils sont très puissants, et la Chine. Et vous aurez les États-Unis et la Chine, d'accord, et vous aurez en dessous une déstabilisation islamique dangereuse, non pas l'islam, l'islamisme intégriste, totalitaire, et on le voit en Irak avec Daesh. Vous avez entendu parler de Daesh, cet État monstrueux qui massacre notamment les chrétiens d'Orient, qui a fait ses attentats à Paris, hein, qui déstabilise tout le Moyen-Orient et l'Afrique. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que le monde est multipolaire et qu'il y a un danger de 2 nouveaux empires qui se partagent le monde,
la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, eh bien, dans 50 ans, vos enfants seront les esclaves, soit des Chinois, soit des intégristes, musulmans intégristes, soit des Américains. Et moi, je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. Je veux que mes enfants vivent libres. Libres de parler leur langue française, libres de l'égalité des sexes, des femmes et des hommes, liberté religieuse, tolérance, démocratie, autonomie nationale. Chacun doit pouvoir se gouverner comme il le veut. Les Russes doivent pouvoir se gouverner comme ils le veulent, les Français, etc. Mais si nous ne sommes pas capables de travailler ensemble, et voilà pourquoi le général de Gaulle parlait de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. On peut même aller jusqu'à Vladivostok si vous voulez. Hein. Mais c'est très important. Parce que moi, quand je discute avec les Russes, je me dis, mais on est tellement proches. On est tellement proches et on ne se connaît pas. Et on est tellement proches et on a des défis communs. On a des défis communs. Problème démographique, problème d'apaiser la religion musulmane et de faire en sorte qu'elle ne sombre pas dans le terrorisme, problème de liberté technologique, ne pas dépendre des produits qu'américains ou chinois. C'est le vrai défi. Et c'est pourquoi je suis venu à la Douma ce matin pour dire le problème c'est pas l'Ukraine, le problème c'est l'Irak. Et sur l'Ukraine, il faut absolument la paix, il faut absolument rapprocher les points de vue, car sinon, on va se déchirer au cœur de l'Europe, alors même qu'on a d'autres défis. J'espère que c'est clair. Le troisième, et je finis par cela, le troisième idée fondamentale du gaullisme, donc je rappelle, la nation, cadre de la démocratie, hein, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est la première idée, qui d'ailleurs nourrit la Charte des Nations Unies. Deuxième idée, c'est un monde multipolaire. On respecte plusieurs peuples et on ne veut pas une domination impériale. Et la troisième idée fondamentale du gaullisme, c'est un certain humanisme. Alors l'humanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire une société qui respecte la dignité de l'homme. Le général de Gaulle avait une belle phrase qui était « Il n'y a la seule querelle, c'est-à-dire le seul combat qui vaille, c'est celle de l'homme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des nations qui soient totalitaires. La Chine n'est pas un modèle de démocratie. Vous pouvez avoir des nations qui ne respectent pas la dignité de l'individu. Et il n'y a de nation possible que s'il y a le respect de la dignité individuelle. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, la liberté, ça veut dire la démocratie, ça veut dire aussi le progrès économique, car vous pouvez avoir la liberté de manifester, mais si vous n'avez rien à manger, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout le problème du chômage de masse qu'il y a dans nos pays. C'est toute la question d'un monde sans frontières qu'on fait croire humain, alors qu'en vérité ce sont des nouveaux esclaves qu'on fait venir de pays en pays, qu'on exploite. Et moi je suis pour qu'il y ait des frontières, ça ne veut pas dire des murs, ça veut dire contrôler qui rentre chez soi, qui ne rentre pas chez soi. C'est permettre un développement juste, équilibré, et c'est très important parce que j'ai écrit des livres sur la finance internationale. La finance internationale est devenue une nouvelle dictature, une dictature de l'argent. C'est très important de garder une certaine distance, et il y a des très belles réformes qu'avait imaginé le général de Gaulle, notamment la participation. C'est quoi la participation? C'est l'idée que l'on peut être actionnaire
de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est très important. C'est-à-dire qu'on crée des entreprises, le modèle communiste n'a pas marché, on sait que le modèle communiste ne marche pas, le modèle ultra-capitaliste marche, mais peut être très injuste et très inégalitaire. Et donc toute l'idée du général de Gaulle et toute notre idée qu'on reprend, c'est de dire il y a une voie à trouver qui concilie un modèle libéral pour la création de richesses, mais qui doit être encadré, maîtrisé. C'est très important. Et on a vu récemment, depuis 20 ans, du moins en Europe occidentale, on a augmenté tous les marchés. On a fait un libre-échange total qui pose d'énormes problèmes. Car quand vous mettez en concurrence des gens qui sont payés la misère et des gens qui ont des salaires élevés, ça crée des problèmes de chômage, d'injustice. Et il est très important de réguler, de maîtriser la mondialisation financière. La mondialisation financière est un cancer. Le communisme a été une catastrophe, mais la mondialisation financière est dangereuse. Et donc il faut trouver un équilibre. Un équilibre, c'est fondamental. Et donc vous le voyez, voilà un peu ce qu'on défend, je ne veux pas être plus long là-dessus. On défend l'idée d'une France à nouveau libre, qui ne prend pas ses ordres à Bruxelles, à Francfort ou à Washington, pas plus à Moscou d'ailleurs. Une France qui parle au monde avec un objectif de stabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique qui est très important. Parce que la population africaine va doubler dans les 50 ans qui viennent, passer de 1 milliard à 2 milliards d'habitants, 2 milliards en Afrique. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Et si on n'est pas capable de développer l'Afrique, de l'apaiser, de réguler sa démographie, on aura une catastrophe. Que ce soit vous les Russes ou nous les Européens, le monde sera basculé comme dans la Rome antique. Donc, une vision multilatérale, et puis enfin une vision intérieure qui concerne la France. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais qui est une vision d'un idéal de justice. Alors, c'est pas facile, et je conclurai ça, c'est pas facile, même en France, de créer un nouveau parti. Hein. C'est pas facile, mais on progresse, parce qu'il y a un immense besoin de dialogue, de discours. La France est le pays qui a inventé la politique, presque, avec l'Angleterre, mais enfin qui est un pays profondément politique. Mais c'est pas facile, et parce qu'il y a une pensée unique très forte. Mais moi j'ai confiance dans mon pays, j'aime mon pays, comme vous aimez le vôtre, et je suis absolument convaincu qu'un jour je reviendrai en Russie comme représentant de la France. Voilà, j'espère. Alors, est-ce que vous avez... Ça ne doit pas être facile quand même de comprendre tout, mais... Je sais pas. C'était facile ou difficile de comprendre? Difficile. Facile, d'accord. Compréhensible, accessible. Maintenant, c'est à vous. Vous avez quelques questions? Oui. Voilà, des questions très libres. Hein. Oh, bah oui. Allez-y. Je voudrais me présenter, je suis Madame Natalia Naumova, je travaille à la faculté d'histoire de l'université de Moscou. J'enseigne l'histoire contemporaine, l'histoire de la France, et quand j'étais jeune, je me spécialisais sur l'histoire du gaullisme. Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je ne veux pas voler les questions de mes collègues et de nos étudiants. Alors je poserai 2 questions. Ici par hasard personne ne va continuer, je pourrais vous poser des autres. S'il vous plaît, vous avez parlé du parti gaullien, gaulliste. Quelle est la différence entre ces 2 mots, gaullien et gaulliste, ou il n'y a aucune différence? Ma seconde question. En suivant le processus politique de la France contemporaine et des sondages que vous n'aimez pas bien, je l'ai bien compris, quand même, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives politiques de votre parti
Vous avez parlé de M. Chevènement qui se trouve à droite, de Mme Le Pen. À gauche. Pardon, à gauche. Et de Mme Marine Le Pen qui se trouve à droite. Est-ce que c'est possible d'organiser le bloc politique, électoral devant les élections qui seront dans 2 ans, ou c'est plutôt les mouvements qui pensent parfois la même chose, mais en même temps sont très divisés. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant en France, que les Français sont vraiment issus de grands partis? Parce que je lis les journaux, les livres, et je vois qu'assez souvent, les Français ne savent pas pour lesquels partis ils pourront se prononcer, parce que la différence n'est pas grande, parce que ces partis assez souvent se prononcent pour les mêmes valeurs. Et est-ce que ces valeurs sont les vraies valeurs? Voilà, merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Et on voit que madame est très bonne parce que elle a tapé droit sur le... Première question, gaulien, gaulliste. Je dirais que gaulien, c'est plutôt une attitude gaulienne. Gaulliste, c'était plutôt le parti gaulliste. Mais je préfère d'ailleurs moi le mot gaulien. Parce que il ne s'agit pas de reproduire. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé. Sous la 4e République, c'était plutôt gaulliste, oui. Le parti gaulliste, tout à fait. Les gens qui... On dit plutôt parti gaulliste, mais on peut dire attitude gaulienne. Et moi, je ne suis pas pour... L'histoire évolue. D'ailleurs, De Gaulle aurait détesté d'avoir des gens qui imaginaient... Bon, donc c'est plutôt des leçons. C'est une philosophie. Voilà. Premier point. Deuxième point... je réponds d'abord sur la 3e question, parce que c'est lié. Les gens sont déçus. Oui, les Français ne croient plus dans les 2 grands partis qui ont 90% du temps médiatique, c'est-à-dire de l'expression à la télévision, à la radio. 2 partis ont 90% du temps, et si vous regardez aux élections, ils ne dépassent même pas les 40% des voix à eux deux. Ça veut dire que ces 2 partis ne sont plus crédibles dans notre pays. Alors ils ne vous diront pas la même chose s'ils viennent ici. Ah oui. Mais vous regardez, ils sont très contestés. Pourquoi ils sont contestés? Parce que c'est un jeu artificiel entre la gauche et la droite. Parce qu'en vérité, ils font la même politique. Et ils font une politique économique surtout, et migratoire, qui est dictée par Bruxelles et les voisins. Ils obéissent à l'Allemagne, ils obéissent à Bruxelles. Ils sont dans une logique communautaire. Vous prenez le mot communautaire, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit pour l'Union européenne. Par exemple, sur l'affaire des sanctions, soyons un exemple. Sur l'affaire des sanctions à l'égard de la Russie, la France ne voulait pas de sanctions. Vraiment. Et comme l'Allemagne voulait des sanctions, comme l'Angleterre voulait des sanctions, etc., la France a dit, bon, on ne veut pas de sanctions contre la Russie, mais il faut raisonner communautaire. Il faut raisonner communautaire. Ce mot est important, si vous le comprenez. Raisonner communautaire. Et il y a beaucoup de parallèles en France qu'on fait, même si on n'a pas connu l'Union soviétique, entre, souvent on dit que l'Union européenne fonctionne comme l'Union soviétique du passé. Il faut fonctionner de manière comme on nous dit de fonctionner. Et ça, ce n'est plus accepté par le peuple français. Il ne veut pas. Il ne veut plus. Je peux en être sûr, la preuve, c'est l'abstention. Ils savent ce que ça veut dire, l'abstention? Oui, si on ne vient pas aux urnes, si on ne participe pas, pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, c'est l'abstention. C'est compris? Abstention. Abstention, oui, mais... À la dernière élection européenne, c'était l'année dernière, il y a eu 60% d'abstention.
Et comme il y a 10% des Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, 10%, ça veut dire qu'il n'y a que 3 Français sur 10 qui ont été votés. 3 sur 10. Sur 44 millions d'électeurs. Il y a 44 millions d'électeurs. Il y a eu moins de... même pas 18, 17 millions. Moins de 20 millions qui ont voté. Il y a 24 millions de Français qui n'ont pas été votés. Alors quand on vous dit à la télévision, il y a le PS, l'UMP, mais ils sont élus par personne. Les gens ne veulent plus d'eux. Ça c'est le premier point. Ça j'en suis sûr, certain. Deuxième point. Après, il y a le Front National. Pourquoi le Front National a séduit beaucoup de gens, mais pourquoi en même temps le Front National a du mal à convaincre tout le monde? C'est ça. Le Front National a séduit beaucoup de gens, beaucoup de Français, parce que le Front National disait brutalement des choses souvent exactes. Et il a eu beaucoup de voix. 25%, un quart. Mais le Front National ne convainc pas une majorité de Français parce que le Front National a des ambiguïtés très profondes qui restent, qui diminuent mais qui restent, sur une idéologie du passé qui était très extrême. Tout le Front National n'est pas extrémiste, c'est pas vrai. Il y a de vrais patriotes au Front National. Mais il y a une partie du Front National qui fait peur aux Français. Il fait peur aux Français parce qu'il y a une certaine xénophobie qui existait et qui n'est pas acceptée, à juste raison, par le corps social français. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Parti Socialiste, principalement, joue du Front National et le fait monter pour faire peur aux Français et se maintenir indéfiniment au pouvoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que le Parti Socialiste et l'UMP disent on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'a rien à proposer, mais si vous votez pour le Front National, ça sera la dictature d'extrême droite. Et ça marche, parce que beaucoup de gens ont un peu peur des excès du Front National et du manque d'expérience. Pourquoi moi je fais de la politique là, et pourquoi je me bats? C'est parce que je suis convaincu que le jour où notre parti va vraiment commencer, nous avons actuellement 1 million d'électeurs, c'est pas beaucoup 1 million, mais c'est 1 million, le jour où on aura 3-4 millions d'électeurs, la majeure partie de l'électorat du Front National viendra vers nous parce que nous sommes gaullistes, nous sommes dans la tradition républicaine française, et nous sommes les seuls qui pouvons gagner. Le Front National ressemble beaucoup au Parti communiste qu'il y a eu en France dans les années 50. Le Parti communiste français a pu monter jusqu'à 35%, 40%, mais il n'a jamais eu le pouvoir parce qu'il faisait peur. Le Front National n'est pas totalement pareil, mais une partie du Front National, pas tout. Il y a des gens très bien dans une partie du Front National. Mais il y en a qui sont excessifs. Et les Français ne se donneront pas au Front National s'il reste des excès. Et donc, tout l'enjeu, c'est de bâtir une alternative politique au système, on dit le système en France, qui ne soit pas des extrêmes. D'accord? Ce qui n'interdira pas, le moment venu, de faire des alliances avec X ou Y. Moi, j'accepte des gens qui viennent parfois du Front National, parfois de la gauche, et même de la gauche communiste. Mais il faut bien prendre garde à ne pas tomber dans le piège qui est tendu par le système, qui vise à déconsidérer les patriotes. Et les patriotes pourront se rassembler un jour, j'en suis convaincu, mais sur une ligne irréprochable de compétences. Henri Temple est un des plus grands experts internationaux, et notamment de l'Afrique. Il est un expert, mais vraiment quelqu'un comme Henri Temple n'existe pas au Front National. C'est
je veux dire, la France est un grand pays qui a eu une histoire mouvementée. Vous le savez, vous avez appris l'histoire de France. Il y a eu des hauts et des bas. Bon, vous aussi, hein. Bon, vous aussi. Mais le peuple français n'a pas envie d'aller à l'aventure, d'accord? Et en plus, on a des médias français, des journaux français qui appartiennent à des oligarques. Les oligarques, il n'y en a pas que chez vous, il y en a chez nous aussi. Des grandes entreprises très influencées par Bruxelles. Et donc, on a beaucoup de mal à pouvoir parler librement. D'accord? Donc, il faut surtout être irréprochable et ne pas donner l'impression qu'on va pouvoir aller dans une direction dangereuse. Mais l'union des patriotes viendra, mais sur des bases saines. Et en attendant, nous devons rassembler. Plus on est nombreux à être patriotes, même différents, plus on va agrandir et plus on rassemblera des Français. Pour les derniers sondages, on est près de 10% des voix. C'est pas encore beaucoup, assez, mais c'est déjà mieux. On était à 0, on est passé à 1%. À la présidentielle, j'ai fait 2%. Aux dernières élections européennes, on a fait 4%. Là, on a des sondages à 10% pour les régionales. Et regardez Syriza en Grèce. Ils étaient à 5%, ils ont gagné le pouvoir. Parce que dans une crise économique, les gens cherchent autre chose. Donc, on verra comment ça se passe, mais on y arrivera. Merci. Alors, des questions, il y a des étudiants. Allez, levez-vous. Cinquième année de... Parlez fort. Oui, faculté de politique mondiale. Monsieur Dupont-Aignan, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis question concernant l'EMP et les élections présidentielles. Le 13 janvier 2007, vous avez quitté l'EMP après le désaccord avec Nicolas Sarkozy. Peut-être que vous savez bien Monsieur Sarkozy. Et voici ma question. Est-ce qu'il est possible que l'élection présidentielle suivante soit vaincue par M. Sarkozy? Merci. Je viendrai en exil à Moscou. Je plaisante dans l'enregistrement. Oui, il peut gagner, oui. Tout est possible. Tout est possible. Mais franchement, oui, il peut gagner, mais ce sera s'il gagne à contre-cœur des Français. Par défaut. Par défaut. Vous comprenez la phrase ou pas? Non, il n'a pas compris. Par défaut, comment vous traduisez? Donc, c'est-à-dire non plus de choix, d'accord? Pas de choix, d'accord? C'est pas ça. Non, c'est pas le choix. C'est que... Je ne veux pas traduire, je veux qu'il comprenne, d'accord? Voilà, il va apprendre, peut-être qu'il le sait. Mais ça s'était passé déjà dans l'histoire de la France. Par exemple, Monsieur Hollande... Chut. Juste un point. Non, j'ai pas fini la réponse. Non, j'ai pas fini la réponse. Écoutez. Monsieur Hollande, vous savez qui c'est Monsieur Hollande? Président français. A été élu, franchement, a été élu par défaut. Ça veut dire quoi? Il a été élu parce que les Français ne supportaient plus Monsieur Sarkozy. Ils ne supportaient plus de le voir à la télévision. Ils étaient allergiques. Donc, il y a un moment, ils ont voté Hollande parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy. Et le grand danger pour 2017, c'est qu'ils votent Sarkozy parce qu'ils ne veulent plus Hollande. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Parce que le problème de fond, c'est que Sarkozy et Hollande ont des différences de style. D'accord? Moi je dis le paquet cadeau est différent. Il y a un paquet cadeau bleu ou un paquet cadeau rose, comme dans un magasin, mais le produit dedans est le même. C'est la même politique. D'accord? C'est la même politique. Pas tout à fait, j'exagère, mais à 80%. C'est la même politique. C'est la même politique de libéralisation économique. C'est la même politique de destruction de l'identité de la France. C'est la même politique d'ouverture des frontières. C'est la même politique
de soumission aux États-Unis. C'est la même politique de soumission à Israël. C'est la même politique de soumission à l'Allemagne. C'est tout. Donc, les choix fondamentaux sont les mêmes. Voilà pourquoi je pense que malgré tout, les Français ont eu Sarkozy, ils ont compris. Ils ont eu Hollande, ils ont compris. Et je pense qu'en 2017, ça sera quelqu'un d'autre. D'accord? Et je vais vous donner un chiffre. Pour une fois, le sondage est juste. 77%, vous comprenez, 77% des Français, 77% des Français ne veulent surtout pas voir réélire François Hollande. Et attendez, la suite. 77% des Français ne veulent surtout pas voir revenir Nicolas Sarkozy. Et un autre chiffre incroyable. 65% des Français ont peur de Marine Le Pen et pensent qu'elle n'est pas capable d'être présidente. Alors, ça veut qui dire, sera le président dans ce cas-là? ça veut dire quoi? Non mais attendez, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'a jamais été en France, jamais, vraiment jamais dans l'histoire de France, depuis la Ve République, la situation n'a été aussi explosive. Personne ne sait qui va sortir du chapeau. Il peut se passer plein de choses. Voilà pourquoi nous faisons tout pour être présents dans la course. Et si ça se trouve, ça sera quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui. Alors, allez-y, vous choisissez, moi je ne peux pas choisir. Madame, mademoiselle, allez, monsieur, mademoiselle. Ah, merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain Plezerien, je suis... Parlez fort, parce que je suis sourd. Hein. Donc, bonjour, je m'appelle Sylvain Plezerien, je suis étudiante de 3e année et je voudrais savoir votre avis au propos de la montée fondamentalisme islamique au Proche-Orient. Merci. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on groupe des questions dans ce lieu de faire... Alors je vais y répondre plus Oui, brièvement. d'accord, oui. Peut-être que vous allez poser toutes les questions. Non, mais je vais répondre peut-être brièvement. Brièvement, d'accord. Plus brièvement. D'accord. Mais, ou alors 3 questions peut-être. 3 par D'accord, 3. oui. Soit 3 questions. Il y avait le jeune homme derrière. Notre invité peut répondre, soit il va répondre brièvement. Qu'est-ce que vous choisissez? Non, mais 3 questions par 3 questions. Ah, oui. 3. Troisième, oui. Tout le monde. Bonjour. Monsieur le Président. D'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Guévo Préservation et je suis étudiant de la faculté de la politique mondiale, le département de la sécurité internationale. Et j'ai la question, qu'est-ce que vous pensez à propos de perspectives des relations internationales entre la Fédération de Russie et la France dans le contexte de la crise ukrainienne en général? Merci de votre attention. Monsieur, allez-y. Donc, moi, je suis Piskarev Matvei. Je suis étudiant de 2e année de cette faculté, oui. Donc, vos paroles m'ont touché au cœur, vraiment. J'ai une question qui concerne aussi les situations dans le monde. Donc, globalisme, c'est-à-dire le monde multipolaire, oui. C'était le globalisme qui était marqué par la détente dans les relations internationales. Et maintenant, est-ce qu'on peut, donc, comment dirais-je, si cette conception exceptionnelle gagne les esprits des politiciens partout, si c'est possible qu'on peut procéder à la nouvelle détente dans les relations internationales. Très bien. Alors, après on refera 3 questions. 3 questions. Je réponds et après on reposera comme ça, c'est plus simple. Vous me dites pour l'heure, ça va, on est dans les temps. Hein. On a le temps. Ah pardon, tu as faim. Non.
Alors, combien de temps on a exactement? Elle est où, madame? Nous avons encore, oui, nous avons encore une demi-heure. Une demi-heure, c'est parfait. D'accord. Moi j'ai le temps, mais c'est pour eux. Je surveille. Alors, juste un peu d'attention. Vous posez, mademoiselle, pardon, une question fondamentale sur le fondamentalisme musulman. Ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique, et puis dans le Sud, est un défi majeur. C'est pas un défi majeur simplement pour nous, c'est un défi majeur aussi pour ces pays-là. C'est pas une guerre entre les musulmans et les chrétiens, c'est une guerre à l'intérieur du monde musulman entre des fondamentalismes dangereux, comme il y a eu l'Inquisition catholique à une époque, et des gens qui vivent leur foi musulmane avec sérénité. Et là, c'est le vrai péril. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de misère économique, il y a un problème de conflits qui n'ont pas été réglés, notamment le conflit israélo-arabe. Il y a la question de l'Irak, où l'intervention américaine a été une folie, et la France avait su résister. Souvenez-vous de Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui avaient dit non, et qui avaient raison à l'avance, mais on a laissé détruire l'Irak. Ensuite, Nicolas Sarkozy a envahi la Libye, avec les dégâts sur la Libye, car on ne peut ne pas aimer des dictateurs. Je n'aimais pas Saddam Hussein en Irak, je n'aimais pas Kadhafi. Sauf que quand on a détruit Kadhafi et Saddam Hussein, après on a créé le chaos. La charia est venue, des fondamentalistes, des bandes, et on a détruit des États. Et il faut faire attention, on peut ne pas aimer certains dirigeants, mais si on détruit les États, c'est le chaos complet. Et on a créé le chaos, à cela s'ajoute un conflit entre les chiites et les sunnites, ce qui veut dire que si vous additionnez problème économique, problème de destruction des structures étatiques, problème sunnite-chiite, problème conflit israélo-arabe, monarchie du Golfe qui paye souvent, certains payent des terroristes, les uns contre les autres, au fond. Et vous avez une bombe qui est devant nous, bombe démographique aussi. Ça veut dire qu'il est vital que nous, Européens, vous, Russes, mais vous êtes Européens, on travaille ensemble. Et c'est pourquoi, par exemple, sur la Syrie, j'ai toujours dit que la politique française était absurde, parce qu'il ne fallait pas vouloir abattre Assad. On peut ne pas aimer Assad, qui est un tyran abominable. Mais il reste que Daesh est pire. Et que dans la vie, il y a la théorie de l'ennemi principal. Et que l'ennemi principal, c'est Daesh. L'ennemi principal, ce sont ces fondamentalistes qui sont fous. Et ça, c'est la vraie guerre. Il faut donc arrêter. Et pour ça, il faut savoir soutenir des pays comme l'Égypte, du président Sisi. Là, la France a une bonne politique avec le président Sisi. Poutine est aussi allé les voir. Il faut reconstruire la Libye. Il faut malgré tout s'appuyer sur la Syrie. Et je remarque le secrétaire d'État américain, John Kerry, dit maintenant ce que je dis, qu'il faut travailler avec Assad et qu'il faut absolument stabiliser cette région du monde. Stabiliser économiquement, démographiquement, politiquement. Ça sera toujours un peu le bazar, mais il faut stabiliser. C'est fondamental. Et plutôt que de se fixer, j'en viens sur l'Ukraine, ma position est simple. Il y a eu une déstabilisation volontaire de l'Ukraine par un coup d'État, et là les Russes ont raison de le dire. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort, ils ont raison. Et sont venus en Ukraine des gens qui ont la haine de la Russie et qui ont supprimé la langue russe sur l'Est, etc. La Russie a réagi en prenant la Crimée. Comme en Yougoslavie,
l'Occident avait pris le Kosovo. Disons, stop. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut reconnaître la neutralité de l'Ukraine. Moi, je comprends la Russie qui dit l'OTAN ne doit pas avancer. C'est normal. Donc, que l'Union européenne dise l'OTAN reste dans ses frontières actuelles. Et la France a toujours été hostile à l'extension de l'OTAN. Mais là, il faut dire stop. L'Ukraine doit être neutre. Deuxième point, l'Ukraine doit être fédérale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une autonomie à l'Est, pour les populations de l'Est, mais que la Russie doit respecter la frontière de l'Est. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est l'objet des accords de Minsk II entre François Hollande, Madame Merkel, le président ukrainien et le président russe, de trouver un moyen d'accord. Les Russes ne vont plus dans l'Est de l'Ukraine. L'Ukraine accepte un statut d'autonomie à l'Est. Les armes sont retirées, les prisonniers sont échangés et on essaye d'apaiser les choses. Pour moi, je vous parle franchement, j'ai toujours dit, je le dis à la télévision à Paris, je suis très critiqué, je dis que l'Ukraine est un pays qui est tiraillé entre deux influences, une influence russe à l'Est, il n'y a qu'à voir la carte de géographie. Bismarck disait que c'est la géographie qui fait l'histoire, mais il n'avait pas tort. Il suffit de regarder une carte et on voit où est la partie est de l'Ukraine. Elle est complètement près de la Russie. En revanche, il y a une partie ouest de l'Ukraine qui a toujours appartenu à la Pologne, à la Roumanie, qui est occidentale. Et donc, c'est un pays qui a deux branches et qui est très difficile à gouverner. En plus, vous avez un problème d'oligarques, de faiblesse de l'État, d'influence américaine, anglaise, Bruxelles. Mais dans cette affaire de l'Ukraine, moi je ne suis pas venu en Russie pour dire les Russes ont raison et les Occidentaux, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour dire c'est trop bête de se fâcher à cause de l'Ukraine. C'est trop stupide, c'est trop idiot de se fâcher entre la France et la Russie alors qu'on a tant de choses à faire ensemble pour l'affaire ukrainienne. On doit pouvoir trouver un compromis, mais il faut une Crimée, ça va, mais pas deux. Pour être clair. Il faut être clair. Et en même temps, il faut que l'Ukraine arrête, il faut que l'Ukraine et Kiev arrêtent ce jeu dangereux, parce que c'est un jeu dangereux qui est fait pour déstabiliser l'Europe. Et c'est extrêmement dangereux. Et là, je suis très hostile à la manière dont l'Union européenne a fait les choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Madame Merkel et M. Hollande ont repris les choses en main pour arrêter les dégâts de l'Union européenne. Et ça prouve bien que quand les choses sont graves, à la fin, il n'y a que les États qui existent, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. L'Angleterre, elle est une île, vous le savez, on aime bien les Anglais, mais c'est une île. Et les deux grands pays d'Europe, les trois grands pays d'Europe occidentale, c'est la France et l'Allemagne, qui ont une défense, qui ont un siège, enfin pas l'Allemagne, mais la France a un siège à l'ONU, qui a une armée puissante, c'est la France. C'est la seule avec l'Allemagne qui peut, à un moment, dire on arrête. Et le dialogue, moi je crois beaucoup aux nations, je crois beaucoup à une coopération entre la France, l'Allemagne et la Russie. C'est très important pour la détente dont vous parliez. C'est fondamental, mais ça veut dire que moi, dans mon propre pays, il y a une influence de certains médias qui est très difficile et qu'il faut argumenter, voilà, etc. Je suis un peu long. Alors, j'ai été un peu long, on me dit. Maintenant, les autres questions, 3 questions. Mademoiselle, vous levez. Je m'appelle Hélène Palatova, je suis de la première année. Et ma question, est-ce que la France est déjà prête pour finir les relations avec l'Union européenne et quelles sont les conséquences? Il y avait mademoiselle, et puis après on va aller. Je m'appelle Suzanne Mukherchan, je suis étudiante de 3e année. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre intervention. Et j'ai une question. Qu'en pensez-vous si le Front National a les perspectives en France? Merci. Allez-y. Ben, je sais pas, oui. Ah non, il y avait madame après. Il y avait d'abord là-bas.
Oui, mais après on va... Ah oui, alors il y avait là-bas, alors... Allez, au fond. Il n'y a personne derrière. Oui, mais attends, je prends des choses. Chut. Et j'ai une question à vous poser. C'est comment pensez-vous la France doit-elle quitter l'organisation militaire de l'OTAN? Pourquoi? Merci. Alors, on prend une quatrième. Il y avait un jeune homme que j'ai pas... Voilà, monsieur là-bas. Allez-y. Oui. Oui. L'État et le secours, la faculté de la politique mondiale, 3e année. Et ma question est consacrée au contrat entre la Russie et la France, le contrat de Mistral. Et donc, la décision de ne pas délivrer des Mistral à la Russie est-elle définitive? La France va-t-elle payer en crédit et quand? Et est-ce que cette décision est indépendante ou a-t-elle été influencée par les États-Unis ou États tiers? Merci beaucoup. Et supportez-vous cette décision? Alors, courte. Sur le Mistral, bien évidemment, moi j'aurais livré les Mistral tout de suite. Jamais je n'aurais fait ça. Pourquoi? Parce que c'est un engagement et que c'est une belle coopération. De surcroît, les Mistral ne sont pas un navire de guerre, c'est un navire qui n'est pas offensif, c'est un navire de transport. Et je pense que c'est une erreur et même une faute diplomatique. Mais j'ai vu le président Hollande et, sans vouloir révéler de secret, je pense que si la situation en Ukraine se calme, les sanctions seront levées et le Mistral sera livré. Je n'ai pas de doute là-dessus, je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, moi je souhaite que le Mistral soit livré le plus vite possible. Ensuite, sur l'Union européenne, le FN, j'ai répondu un peu au FN. Sur le Front National, j'ai répondu, je pense à madame. Sur l'Union européenne, c'est une difficile question. Je vais être franc avec vous. Moi, je pense que cette organisation est dangereuse. Mais aujourd'hui, la majorité des Français sont encore attachés à l'idée d'une Union européenne. Donc il y a un décalage, quand même, il faut être honnête, entre moi et la majorité des Français qui ne voient pas qu'on peut faire autrement. Et en fait, moi je propose une renégociation des traités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on récupère la gestion de nos frontières, de nos lois, de notre monnaie, mais on travaille avec les autres sur des coopérations précises. Et je prends un exemple. Vous avez entendu parler de l'avion Airbus. Vous connaissez Airbus, production d'avions européens. Ça, c'est une magnifique coopération. Quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, plus jeune, il n'y avait que Boeing. Et Boeing avait le monopole, les Américains avaient le monopole des avions. Il y avait production russe, mais la France a décidé, avec l'Allemagne, l'Espagne, avec un peu l'Angleterre, de construire une industrie d'aviation. Nous avions déjà en France une petite industrie d'aviation. Aujourd'hui, un avion sur 2 dans le monde est produit à Toulouse, en France. Un avion sur 2 dans le monde. Et Boeing a la concurrence de Airbus. Ça, c'est une belle coopération européenne. Donc je ne suis pas contre l'Europe. Je suis pour la coopération spatiale, qu'il y a eu d'ailleurs entre la France et la Russie. Je suis pour la coopération sur l'énergie solaire, sur les nanotechnologies, sur les biotechnologies. Nous avons plein de choses à faire ensemble. La France toute seule ne pourra pas tout faire. La Russie toute seule ne peut pas tout faire. Même les États-Unis importent du titane de Russie. Donc, nous sommes dans une économie globalisée. Il faut savoir coopérer. Mais coopérer sur des projets et pas sur des normes tatillonnes, bureaucratiques, qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et j'ai oublié la question, la quatrième, je ne sais plus ce que c'était. C'était quoi votre question? Bon, ils ont oublié aussi, donc c'est pas grave. Mademoiselle. La France
Ah, de la militaire intégrée, excusez-moi. Alors, oui, moi je suis pour une France qui reste dans l'Alliance Atlantique, qui est une alliance, mais qui doit quitter l'organisation militaire intégrée, revenir à ce qu'avait fait le général de Gaulle, car notre outil de défense doit être indépendant de tout le monde. Une France doit être indépendante. Nous avons une force nucléaire. Nous sommes le seul pays hors États-Unis avec la Russie à avoir aujourd'hui encore une force nucléaire totalement indépendante des Américains. Les Anglais ont une force nucléaire qui dépend des Américains. La France a ses sous-marins, une force nucléaire totalement indépendante. Nous devons absolument la garder. Question. Alors, il y en a beaucoup, on va passer un peu de ce côté-là. Monsieur. Monsieur, je vous remercie aussi de votre conférence. Je suis historien, je m'appelle Igor Filippov de la faculté d'histoire. Ma question est un peu spéciale. Pouvez-vous partager votre vision de l'état actuel de l'EMP, au moins à deux égards? Qui, à votre avis, serait le meilleur candidat quand même pendant les élections prochaines? Et aussi, autant que je sache, il y a des approches différentes vis-à-vis de la crise ukrainienne dans l'UMP. Je voudrais vous demander de dire quelque chose à ce propos. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Inga Vanchikova, je suis une étudiante de la faculté de politique mondiale de 3e année. Et mon question est très simple et intérieure. Je pense quels sont des moyens de changement maintenant en France. Votre parti propose pour la France de devenir plus gaulliste, plus national, plus indépendant et plus français. Surtout ça. Par là, allez mademoiselle. Je suis Cécilia, étudiante de la première année. J'ai deux questions. La première, pourquoi vous pensez qu'il faut créer la zone de l'euro-franc? Et seconde question, qu'est-ce que vous pensez de la guerre froide avec la Russie? Quand elle est J'ai pas compris la deuxième question. qu'est-ce que vous pensez de la guerre froide avec Ah, la guerre froide. Oui, après, au fond, là, le garçon, parce qu'il y a que des filles qui parlent, il faut quand même sauver les garçons. Allez-y. Plus haut, plus haut. Je travaille sur ma thèse. Et je voudrais poser deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le gaullisme reste encore le moyen de dépasser le clivage entre la gauche et la droite française? Ma deuxième question, est-ce que le projet de la Confédération européenne, lancé par la diplomatie française à la fin des années 80, révèle la continuité des conceptions de la diplomatie française et la continuité de cette formule de l'Europe de l'Atlantique à l'Europe? Très bien. Alors, ça fait déjà 3 questions très lourdes. Mais on va reprendre après une dernière série. Il faut savoir, on a encore un quart d'heure. Ça va? Ça va, oui. Moi, j'ai compté quelle heure? Il est 4h10? Oui, À quelle heure vous voulez conclure? 15, oui, il est déjà 15. Oui, 15. Et à quelle heure vous voulez conclure? Dans 5 minutes. Dans 10 minutes. 10 minutes. 10 Allez, minutes, 25. ça va, d'accord. Ah oui. Ouais, d'accord. Monsieur restera... mais de toute façon, ça va. Alors, attendez, je remets ma montre à l'heure. Il est 15 là, déjà. Alors, sur... et c'est vrai que c'est long pour vous aussi. Moi, ça va, mais... Sur l'UMP. C'est difficile pour moi de parler de l'UMP. C'est un grand parti auquel j'ai appartenu. Le problème de l'UMP, c'est qu'il y a un décalage entre le discours et les actes. Et c'est normal, ils ont un discours souvent assez national, mais ils obéissent à Bruxelles. Vous ne pouvez pas... Je prends un exemple sur l'immigration. Prenons un exemple très concret.
sur l'immigration. Il y a une très forte immigration en France, excessive. C'est pas d'être contre les immigrés, c'est que c'est dangereux parce que les gens s'opposent puisqu'on ne maîtrise pas les flux migratoires. Bon, c'est un vrai problème. Mais l'UMP, par exemple, refuse le contrôle aux frontières nationales et considère qu'il faut laisser le système Schengen qui fait qu'on contrôle de temps en temps la frontière européenne. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez, Nicolas Sarkozy, président de la République, a passé sa vie à dire qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais on lui disait, est-ce que vous voulez contrôler les frontières nationales de la France, comme vous contrôlez vos frontières? Ah non, 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 c'est Bruxelles qui le fait. Ah, ça ne peut pas marcher. Les Français ne sont pas idiots. Je peux vous le dire. Ils ont très bien compris que l'UMP, comme le Parti Socialiste, constatait des problèmes, mais était responsable de ces problèmes. Donc moi je dis, comme d'ailleurs Marine Le Pen, comme d'autres à gauche, je dis, si on veut maîtriser l'immigration et éviter les haines et les problèmes, il faut qu'on rétablisse les contrôles aux frontières françaises. Ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens de rentrer, ça veut dire qu'on contrôle qui a le droit de rentrer ou pas. C'est quand même la moindre des choses d'un pays adulte de savoir qui rentre sur son sol. Voilà. Et je passe pour un fasciste. Très dangereux, parce que je veux contrôler qui rentre dans mon pays. C'est une histoire de fou. Voilà. Donc, c'est le problème de l'UMP. Alors après, que vous mettiez Fillon, Juppé, Sarkozy, ils sont à genoux devant l'Allemagne. Donc, ça ne changera rien. Après, il y a des goûts et des couleurs. Juppé est plus mesuré, Fillon est plus sérieux, etc. Mais ça ne change pas les fondamentaux. Voilà. Sur l'Ukraine dans l'ensemble, l'UMP a une position, à part les atlantistes, mais dans l'ensemble, sur l'Ukraine, l'UMP a une position qui est plutôt la mienne, comme François Fillon, Gérard Larcher, le président du Sénat, est venu à Moscou, une position beaucoup plus modérée que le Parti Socialiste et les médias français qui sont complètement... voilà. Ensuite, guerre froide. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de guerre froide et qu'il ne faut pas que vous, même les Russes, pareil, et les Français, vous savez, dans l'histoire, le danger, vous avez sans doute l'apprendre en histoire, le danger en histoire, ça c'est important pour vous, c'est la seule chose que je peux vous dire, j'espère utile. Le danger, c'est de reproduire les peurs du passé. En France, vous connaissez l'histoire de France, en 40, on vivait avec la ligne Maginot. Je ne sais pas s'ils ont appris la ligne Maginot, c'était une barrière qu'on avait faite parce que les autorités militaires français étaient persuadées que les Allemands attaqueraient comme en 1914. Non. C'était absurde. On a dépensé des milliards dans une ligne, et évidemment, les Allemands, ils sont passés à côté. C'est pas idiot. Bon. Parce que, psychologiquement, les dirigeants sont marqués par leur enfance, par leur jeunesse. Votre danger à vous, comme le mien, c'est de vivre dans un temps du passé. Donc, il y a beaucoup de gens, aux États-Unis notamment, qui sont sincères. Et en Europe, qui pensent, qui croient que vous êtes encore communiste. Et que vous avez encore des chars dans les rues. Bon, il y en a beaucoup qui croient encore ça. Parce que ils ont connu ça. Le mur de Berlin, l'affaire de la Tchécoslovaquie, les chars. Moi, j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans. Mais je me souviens très bien des images des chars soviétiques à Prague. Je me souviens, comme je me souviens des chars communistes sur la place Tiananmen. D'accord ? Donc, il faut se comprendre aussi, il faut que vous compreniez. C'est important que vous compreniez les peurs qui peuvent exister en Occident, dans l'Europe occidentale, qui voient la Russie comme il y a 50 ans. Mais c'est pour ça que c'est important de venir et de voir que la Russie, elle n'est plus communiste, qu'il n'y a pas des chars au coin des rues, et que vous ne vivez pas en faisant la queue dans les magasins. Bon. Mais il y a beaucoup de gens en France qui croient encore ça, pas tous, mais parce qu'ils voient des choses du passé. Et à l'inverse, pour vous,
à l'inverse, pour la Russie, je le dis, il ne faut pas que les autorités russes croient que tout le monde leur en veut. Et il ne faut pas que le peuple russe croie que toute la France leur en veut et que tous les Américains sont méchants et que tout... C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai rencontré hier des chefs d'entreprise français qui adorent la Russie. À Paris, je connais plein de Français qui adorent la Russie. Donc il ne faut pas que les Russes croient aussi que c'est le retour de la guerre froide. Ce n'est pas vrai. D'accord? Donc il faut trouver un moyen, c'est très important, de vivre dans son temps. Et je vais vous dire, le vrai danger, aujourd'hui, c'est même pas les États-Unis, je vais vous choquer peut-être. Le vrai danger, ce ne sont pas les États-Unis. Le vrai danger, c'est un capitalisme ultralibéral où des puissances financières achètent les hommes politiques. Ça, c'est le vrai danger. Et c'est le vrai danger en France, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, partout dans le monde. Le vrai danger, et souvenez-vous de ce que je vous dis là, souvenez-vous de ça, le vrai danger, ce n'est pas les États-Unis, la Russie, etc. Le vrai danger, ce sont des puissances financières, des entreprises multinationales, souvent américaines, mais pas toujours, qui sont beaucoup plus puissantes aujourd'hui que les États. Et ces puissances, elles ont intérêt à ce que les États se fassent la guerre. Pas trop, mais un peu. Et n'oubliez pas que la puissance des grandes banques, pourquoi je finis la question sur l'euro, pourquoi je suis contre l'euro, c'est que l'euro est l'instrument de la domination des banques privées sur les peuples européens, parce que le général de Gaulle, quand il empruntait à la Banque centrale française, et il payait 0% d'intérêt. Depuis 1973, après le départ du général de Gaulle, et avec l'euro, à cause de l'Allemagne, on emprunte notre argent auprès des banques privées et on paye des intérêts d'emprunt. Et donc, le conflit n'est pas entre les peuples. Le conflit, il est entre la démocratie, les démocraties nationales, et des grandes puissances financières très dangereuses qui achètent les hommes politiques, qui les achètent. Et c'est ce qui explique des pollutions terribles où on ne prend pas garde à l'environnement. C'est ce qui explique des dictatures, c'est ce qui explique des décisions qui sont prises contre les peuples. Alors, il faut du capitalisme, il faut du libéralisme. Je ne suis pas communiste du tout, mais il faut un équilibre et il faut que les États... Et pourquoi votre chef d'État, Poutine, ne plaît pas aux États-Unis? C'est pas qu'il ne plaît pas aux Américains, c'est qu'il gêne, sans aucun doute, certains intérêts aussi qui peuvent vouloir venir investir, etc. Comme nous en France, le général de Gaulle a gêné les puissances financières de l'argent. Et le général de Gaulle est tombé à la fin par les puissances financières qui en voulaient énormément au général de Gaulle, qui étaient hostiles à des puissances financières. Donc le vrai danger, il est plus dans les grandes multinationales qui veulent dominer le monde. Et j'ai fini, parce qu'après il va être tard, sur la dernière question. Ah oui, je finis là-dessus. Le clivage droite-gauche, oui, le gaullisme dépasse le clivage droite-gauche, car en France, le clivage, il y a le clivage droite-gauche, bien sûr, mais il y a aussi un clivage liberté nationale et mondialisation, si je devais résumer. Mondialisation, liberté nationale. Moi, je prends la démocratie dans le cadre national, ce qui n'interdit pas de travailler avec les autres. Enfin, la Confédération, oui, il y a une permanence. François Mitterrand, qui a été un président qui n'a pas été bon pour moi, pour le pays en interne, mais qui avait une stature internationale, François Mitterrand avait cette idée, reprise du général de Gaulle, de cette confédération, c'est-à-dire de ce travail essentiel, mais pas à 40 pays, parce qu'à 40 pays, vous ne travaillez pas. Donc, pour moi, essentiel, la France, l'Allemagne, la Russie, un peu l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre quand les Anglais sont les Anglais, et on peut arriver à ordonner une confédération européenne avec quelques règles minimum très importantes pour se développer. Et sur des projets scientifiques. Et je voudrais finir, dernier point. La guerre est économique plus que militaire. Ne vous trompez pas de guerre. La guerre, elle est plus militaire aujourd'hui. Elle est économique et scientifique. Et quand vous regardez ce qu'investit la Chine, en trichant
en trichant avec toutes les règles du jeu économique. Ils trichent avec toutes les règles du jeu. Toutes. Monnaie sous-évaluée, copie des programmes, etc. La Chine est en train d'acheter le monde. Et personne ne dit rien. Ils achètent l'Afrique, ils achètent partout. Et là, il y a un vrai défi parce que c'est le pays qui aura la capacité scientifique d'inventer les produits de demain, de les mettre en œuvre avec du capital risque. Du capital risque, c'est important. C'est les pays qui gagneront la guerre économique qui seront les puissances de demain. Les Chinois l'ont compris. Les Américains l'ont compris. Les Européens, pas toujours. Et il est très important que la Russie ne pourra pas le faire seule, comme la France ne pourra pas le faire seule. L'Allemagne ne peut pas le faire seule. Et chacun des trois croit, l'Allemagne croit que ça va être avec l'Union Européenne, la Russie croit qu'elle va le faire seule, etc. C'est ensemble qu'on peut le faire, par des coopérations. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais vous délivrer comme message pour rester libre. Merci. Oui. Quelle question j'ai pas répondu? La question du moyen de changement de votre parti. Il faut laisser quelque chose pour... Ah, les questions des... Alors, si, excusez-moi. Très bien, vous avez raison. C'est très simple. Je veux renégocier les traités de l'Union Européenne pour retrouver une marge de manœuvre, contrôler nos frontières, savoir qui rentre chez nous, pour gérer notre monnaie, pour développer notre industrie, pour rétablir l'ordre à l'intérieur du pays, avoir une justice plus ferme vis-à-vis des délinquants, pour baisser les charges sur les entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Voilà. Et dernier point. Madame, vous avez juste un point. D'abord, je voudrais vous remercier, d'abord vous féliciter pour votre français. Спасибо за ваш французский. Et si vous voulez faire des travaux pratiques, Oui. alors vous allez sur Internet, et sur Internet, vous avez le meilleur site. Bientôt, il y a un site Debout la France, qui existe, et vous pourrez retrouver tous les écrits, toutes les prises de position qui sont sur Internet, et les vidéos, etc. Et ça, c'est un bon exercice, et puis vous pouvez aller comparer avec les autres, et si vous venez en France, vous venez me voir.